intéressantes. Hier, on a abordé la question de l'accompagnement des publics en difficulté avec François Crochon, sexologue au CRS à Lyon, et Françoise Mulat-Thierry, qui est intervenante auprès des personnes en situation de handicap depuis plusieurs années. Donc, si vous avez raté les derniers jours, ce n'est pas grave, on va prévoir des liens de rediffusion, notamment sur notre Facebook, la page Facebook Action SIDA Martinique, nous sommes plus forts ensemble, ainsi que notre chaîne YouTube Action SIDA Martinique. Et aussi, on va prévoir aussi de les envoyer à tous ceux qui ont participé par mail, les liens de rediffusion, notamment aussi hier, il y avait des supports intéressants, le diaporama de François Crochon et de Françoise, donc sur l'accompagnement des publics en difficulté. Donc, on prévoit de vous les donner. Donc, sans plus tarder, pour la soirée, pour ceux qui n'étaient pas là encore, c'est la première fois qu'ils se connectent avec nous, bienvenue déjà. Et juste quelques règles par rapport à la séance de ce soir. Déjà, si vous pouvez, je pense que la plupart ont éteint leur micro, mais sinon la technique va se charger de le faire. Alors, éteignez vos micros pour que vous puissiez bien entendre nos intervenants parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Et aussi, éteignez vos caméras si possible parce que, notamment par rapport à la bande passante, vous savez, ça peut avoir beaucoup de flux et puis ça peut y avoir de la difficulté à passer si vous avez vos caméras ouvertes. C'est pas qu'on ne veut pas vous voir, mais c'est une question de, vous savez, par rapport à l'Internet, ça peut être compliqué sur la plateforme. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à Marlène Ouka de se présenter. Donc déjà, Marlène. Bonjour tout le monde. Bonjour Ida, bonjour Karima, bonjour Marie-Odile. Oui, je suis Marlène Ouka, je suis la présidente de l'association Action SIDA Martinique. Je suis membre fondateur de cette association en 87 et je suis aussi un docteur en sciences. Voilà. Merci beaucoup Marlène. Et notre deuxième intervenante, Karima. Alors, je te laisse te présenter. Karima. C'est bon? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis docteur Karima Giblaoui, praticien hospitalier au CHU de la Martinique. Et en fait, je suis responsable de centre d'appui de prévention des infections associées aux soins. Donc, mon rôle, c'est la prévention et le contrôle des infections. Donc, tout ce qui est risque infectieux, épidémiologie et gestion de. Merci beaucoup, Karima. Alors, vous voyez que les intervenants de ce soir ont beaucoup de compétences. Elles sont dans la lutte contre les virus. Elles sont dans la thématique depuis de nombreuses années, depuis, comme on dit par chez nous, depuis nani. Alors, sans plus tarder, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'informations. Je laisse Marlène. Marlène, qu'est-ce que tu as à nous dire ce soir, Marlène, sur la thématique? Eh bien, je vais vous parler de mon quotidien de virus et je ne vais pas aborder toute. On va faire une présentation. Micro. Je ne sais plus, je ne vois plus. Tu le remets? Activé. Voilà. C'est bon, c'est mis. Donc, je vais aborder mon quotidien avec le virus et je ferai la première partie et Karima Giblaoui fera la deuxième partie. Donc, tout d'abord, la technique.
Comment je fais pour passer? Ah, alors, tout d'abord, je vais vous... déjà, qu'est-ce qu'un virus? Alors, c'est vrai que dans le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas un monde qui est stérile, et donc il y a beaucoup de microbes qui nous entourent, et notamment, il y a les virus. Le virus est un microbe qui est microscopique et qui est invisible à l'œil nu. Il est 10 000 fois plus petit qu'un millimètre. Donc, il ne peut pas se reproduire en plus, il ne peut pas se reproduire tout seul, et il est obligé d'infecter ou d'utiliser des cellules d'un être vivant. Donc, on dit souvent que les virus ne sont pas vivants parce que pour vivre et se multiplier, il a besoin d'une autre cellule. Donc, déjà, c'est un microbe qui a besoin d'infecter une autre cellule. Il ne peut pas être tout seul. Donc, il existe de nombreux virus qui sont responsables de maladies, comme la grippe, le sida, les hépatites, la dengue, la varicelle, la rougeole, l'herpès, le papillomavirus, la COVID-19, le rhinopharyngite, gastroentérite, etc. Donc, évidemment, nous n'allons pas aborder tous ces virus parce que nous n'aurions pas assez de temps pour les aborder. Donc, moi, je me suis plus penchée sur les virus transmissibles que nous connaissons le plus souvent, qui sont le VIH, le VHB, qui est le virus de l'hépatite B, le VHC, virus de l'hépatite C, l'herpès virus et le papillomavirus. Ce sont des virus qui sont transmissibles. Alors, il y a transmissible et contagieux. Virus contagieux, c'est-à-dire que transmissible, il faut une action pour pouvoir transmettre le virus, tandis que contagieux, par contact, par voie aérienne, on peut aussi l'attraper. Donc, les virus contagieux, et là, c'est Karima qui vous parlera de ça. Donc, c'est les virus respiratoires, qui sont la grippe, le SARS-CoV-2, qui est le responsable de la maladie COVID-19, et le gastroentérite virale. Donc, je ne parlerai pas de la dengue, même si elle sévit en ce moment en Martinique, parce que pour la dengue, il suffit de détruire les gîtes pour justement empêcher que le moustique, qui est l'hôte du virus, le virus ne se reproduise dans le moustique. Et donc, à ce moment-là, il n'y a pas de transmission. Donc, c'est vrai qu'on va laisser de côté la dengue, puisque c'est un virus qui est transmissible, mais par le biais du moustique, et il ne suffit que de détruire le moustique. Donc déjà, le VIH, bon, c'est vrai que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors, il existe plusieurs deux VIH, le VIH1 et le VIH2. Le VIH1 est le plus répandu et il est responsable de la maladie SIDA. Et justement, ce VIH, ces VIH, ils ont un chromosome qui est un ARN. Donc, on dit de ces virus qui sont des rétrovirus. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que justement, à cause de ce chromosome qui est l'ARN, ils ont une variabilité génétique très importante. Ça veut dire que chaque fois que cet ARN va se multiplier ou va se diviser, elle va commettre, il y aura des erreurs qui vont se produire et ces erreurs, il y a dans le mécanisme de reproduction, il y a une enzyme qui intervient et c'est-à-dire que c'est une protéine qui permet justement la division, la réplication de cet ARN. Et bien, cette enzyme qui intervient ne peut pas réparer les erreurs qu'elle fait. Donc, on va avoir une variabilité génétique importante et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de mutations qui vont apparaître et donc, ce qui va rendre plus complexe jusqu'à maintenant qu'on n'ait pas trouvé de vaccin pour ce virus. Le virus est fragile, il ne vit pas dans l'eau et dans l'air. La javel, l'oxygéné, l'alcool 70%, la chaleur tue le virus. Donc, vous voyez, pour désinfecter, c'est quand même pas mal. Et puis, je vais commencer. Il y a les modes de transmission. Il y a 3 modes de transmission. Donc, c'est un virus qui se transmet par rapport sexuel, 4 rapports sexuels d'homme à femme, de femme à homme et d'homme à homme et de femme à femme, il se transmet. Donc, rapport sexuel aussi bien hétérosexuel que homosexuel.
Donc, c'est un virus aussi qui se transmet par le sang, en contact avec du sang contaminé. Donc, surtout lorsqu'on a un partage de matériel d'injection, parfois dans les usagers de drogue qui partagent leurs seringues, par exemple, et puis dans les accidents, les AES, les accidents d'exposition au sang. Donc là, c'est plus les professionnels de santé qui peuvent se blesser avec ce virus, avec ce sang contaminé et peuvent être eux-mêmes contaminés. En absence de traitement, il y a une troisième voie de transmission qui est de la mère à l'enfant. Cette transmission se fait soit pendant la grossesse, soit à l'accouchement, soit à l'allaitement. Donc, lorsqu'une mère, on va découvrir une mère porteuse du virus, on va à ce moment-là donner un traitement pour éviter justement qu'elle ne transmette le virus à son enfant. Et ainsi, on a pu diminuer la transmission de 35% à moins 1%. Donc, le VIH ne se transmet pas par les actes. Le VIH ne se transmet pas par la. Je parle du micro. Voilà. De ce côté-là. Voilà. Donc, il semblerait que vous ne m'entendiez pas. Voilà. Donc, le VIH ne se transmet pas par les actes de la vie quotidienne. Donc, il ne se transmet pas par la baignade, un baiser, une étreinte, un éternuement, la toux, une piqûre d'insecte, un rassemblement de personnes, le partage d'un verre, d'un repas ou d'un vêtement et bien d'autres choses. Donc, pour ce virus, on va avoir une prévention qui est très diversifiée puisqu'on va avoir non seulement l'usage du préservatif, mais à l'heure actuelle, on peut aussi prendre en prévention pour une personne qui est porteuse qui est contaminée, qui est porteuse du VIH, on peut utiliser le traitement, puisqu'une personne qui est traitée ne va pas transmettre le virus. Donc, c'est vrai que ça, c'est une prévention aussi, c'est-à-dire que le traitement entre dans la prévention du VIH. Et puis, pour des personnes qui prennent beaucoup de risques, il y a aussi la PrEP, c'est le traitement le traitement qui est donné avant, justement, pour éviter que le virus ne rentre, ne contamine la personne, donc ça. Et puis, on a aussi des préventions comme ce que je vous disais tout à l'heure, pour la mère à l'enfant, pour éviter la transmission materno-fétale, le traitement aussi qui est donné à la mère pour éviter la transmission materno-fétale. Comme vous voyez, il y a un arsenal d'outils pour prévenir, pour éviter que les personnes ne soient contaminées ou bien éviter que les personnes ne transmettent le virus. Donc, pour cela, il est obligé de se faire dépister. Donc, le dépistage et le traitement vont permettre justement de mettre en place cette prévention diversifiée. Je reviendrai sur les modes de dépistage par la suite parce que tous les virus, je ferai une intervention globale pour tous les virus. Autre virus transmissible, le VHB. Le VHB, c'est le virus de l'hépatite, les hépatites de l'hépatite B. C'est un virus à ADN, lui. Il crée des maladies du foie et expose au risque d'hépatite fulminante, d'hépatite chronique active, de cirrhose et d'hépatocarcinome ou cancer du foie. Ce virus est plus résistant que le VIH, mais il ne vit pas dans l'eau et dans l'air. La javel oxygénée, alcool, 70% chaleur, le tue aussi. Donc, ça, c'est un petit peu, c'est la même chose que le VIH. Il y a 3 voies de transmission comme le VIH, mais le VHB est 100 fois plus contaminant que le VIH. Et donc, lors de rapports bucco-génitaux non protégés, il y a un risque plus élevé d'être contaminé par le VHB. Alors, ce virus qui est le VHB, le personnel soignant a payé un lourd tribut pour ce virus, parce que beaucoup sont morts par hépatite fulminante, parce qu'ils ont été piqués par des objets du matériel médical. Et c'est lorsqu'on a on a fait des travaux pour le virus du sida qu'on sait
qu'on s'est un petit peu penché sur ces virus des hépatites alors qu'ils sont là depuis beaucoup plus longtemps et on les avait un petit peu ignorés. Donc, toutes les avancées que l'on a à l'heure actuelle sur les virus des hépatites sont dues aux avancées qu'on avait sur le VIH, puisqu'il y avait des personnes qui étaient VIH, qui étaient porteuses du VIH et qui étaient aussi porteuses d'hépatite. Donc, ils étaient co-infectés par ces virus. Et donc, la co-infection majore les risques d'aller vers la maladie pour le VIH. Et donc, les chercheurs sont mis à travailler sur ces virus qui étaient longtemps oubliés. Donc, pareil que le VIH, il ne se transmet ni par l'eau, ni en partageant un repas, ni par simple contact tactile, ni par rassemblement, etc. Donc, il y a pour ce virus, beaucoup de porteurs sont asymptomatiques. Je ne dirai pas plus sur ce virus parce que ce qu'on veut savoir, c'est comment on vit au quotidien avec les virus, et ce n'est pas des leçons, et sur les virus. Et en plus, j'attendrai, je pense que les questions seront importantes et on pourra répondre plus facilement. Donc, la prévention est la même que pour le VIH, c'est-à-dire que le port du préservatif aussi est important les modes de prévention sont les mêmes. Donc, le dépistage aussi et le traitement qui interviennent pour le virus des hépatites. Un autre virus transmissible, c'est le virus de l'hépatite C. Lui aussi est un virus ARN, il crée des maladies du foie et expose au risque d'hépatite chronique active, de cirrhose et d'hépatocarcinome ou cancer du foie. Il a aussi, comme c'est un virus ARN, une grande variabilité génétique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisqu'il a l'enzyme qui permet la réplication de ce virus, ne répare pas ses erreurs et donc un certain nombre de mutations se font. Donc, lui aussi, c'est un virus où on est en train de rechercher un vaccin pour l'hépatite C, alors que pour l'hépatite B, j'ai oublié de vous le dire, il y a un vaccin qui existe pour l'hépatite B, si bien que l'une des préventions, un mode de prévention que je voulais vous dire, c'est la vaccination. C'est vacciner contre l'hépatite B et du coup, on évite aussi la transmission de l'hépatite B. Pour l'hépatite C, pour le moment, il n'y a pas de vaccin, mais on a trouvé pour l'hépatite C un traitement et maintenant, on guérit de l'hépatite C. Donc, c'est pour le moment le seul virus pour lequel, parmi ceux que je vous viens de citer, qu'on guérit pour lequel on guérit. Donc, mais pour cela, il faut se faire dépister, toujours le dépistage. Il faut aller vers le dépistage pour savoir comment on est et justement pour pouvoir recevoir un traitement adéquat. Alors, un autre virus transmissible, l'herpès virus simplex. Donc, il existe 8 types de HSV, donc d'herpès virus simplex, mais on va s'intéresser qu'au HSV1 et HSV2, qui sont responsables d'infections orales ou génitales. Ce sont des virus dermoneurotrope, ça veut dire que ce sont des virus qui vont rester vers les terminaisons, les terminaisons nerveuses, enfin vers le nerf, qui vont se mettre dans une gangle et qui vont justement, qu'on n'arrive pas à détruire et qui pourront se réveiller par la suite. La transmission s'effectue par voie sexuelle pour le HSV2 et par voie orogénitale pour le HSV1. La transmission, elle peut être bilatérale, de la bouche aux organes génitaux et vice-versa. Donc, dans de rares cas, l'herpès peut se propager de la mère au nourrisson au cours de l'accouchement. C'est pour ça que lorsqu'une mère est porteuse d'un herpès génital, on va regarder si l'herpès est actif, si le virus est, enfin si comment s'appelle, les lésions sont actives, enfin s'il est en train de répliquer.
Et puis, ou bien on va faire à ce moment-là une césarienne pour éviter que l'enfant ne passe par par la voie basse. Parce que justement, pour l'enfant, il peut donner des méningites et des encéphalites et il peut aussi donner des cécités. Donc, il faut savoir que il y a tellement de fausses rumeurs sur les virus, mais le virus de l'herpès ne se propage pas par les bancs, les toilettes publiques, ni par les toilettes publiques, à la piscine, dans les cuves thermales ou les baignoires. Donc, c'est vraiment un virus qui se transmet par contact, qui se transmet de muqueuse à muqueuse. Donc, puisque ce sont justement les vésicules qui sont sur la peau, qui sont remplis de virus et qui permettent justement cette transmission. L'infection, comme je vous disais tout à l'heure, est latente après une primo-infection et il peut y avoir une réactivation possible. Donc, même si dans la phase latente, eh ben, le virus peut être transmis. Même si on est au cours de la phase latente, même si la personne ne présente aucun symptôme, elle peut transmettre ce virus. Le virus peut dormir pendant plusieurs années et puis un beau jour se réveiller. Donc la prévention, c'est toujours, pour ne pas le transmettre, c'est toujours utiliser le préservatif pour pouvoir justement empêcher que l'on ne transmette ce virus par voie sexuelle. Et puis, lorsqu'une personne a une maladie qui s'est réactivée, éviter justement le contact avec les rapports et les contacts pour ne pas justement transmettre. Dépistage aussi, et puis le traitement, il n'y a pas de traitement pour tuer le virus puisqu'il s'endort dans la gangue et donc il sommeille pendant longtemps, il n'y a pas de traitement, mais on peut le forcer à s'endormir un petit peu. Enfin, lorsque l'on a une poussée d'herpès, on peut le forcer à s'endormir par certains traitements par certains médicaments qui agissent très bien, justement. Donc, le tout de voir son médecin à ce moment-là, de bien s'aperçu pour pouvoir avoir ces traitements. Un autre virus qui fait parler de lui, c'est le papillomavirus humain, qu'on appelle le HPV. C'est l'un des virus les plus répandus dans le monde contemporain et il existe de très nombreuses souches. Et les souches causent différents problèmes qui vont de simple verrue génitale à des lésions cancéreuses. Donc, certains papillomavirus sont responsables de cancer de l'anus, du pénis, du vagin, de la vulve, de l'oropharynx, dans les rapports orogénitaux, donc de l'oropharynx et du col de l'utérus. La transmission du VHV frappe en général les jeunes au moment de leur première relation sexuelle. Donc, il se transmet tant dans les rapports oraux, vaginaux ou anaux avec un partenaire infecté, mais aussi au contact de peau à peau. Donc, c'est un virus qui est très répandu, dans la population. Mais il est, on ne ressent rien, donc si on ne le recherche pas, on ne va pas le trouver et on ne va pas s'inquiéter. Et bien souvent, on va le rechercher lorsqu'on voit une lésion, donc on va le rechercher à ce moment-là. La contraction du virus peut remonter jusqu'à 10 ans, c'est-à-dire qu'avant le développement des lésions. Donc, ce n'est pas parce qu'on a retrouvé une lésion chez un partenaire qu'il faut dire qu'il vous a été infidèle. Ça peut être depuis des années qu'il a ce papillomavirus et donc, voilà, et qui se réveille à un moment donné et qui crée des dégâts à un moment donné. Donc, la prévention aussi pour le papillomavirus, c'est aussi le port du préservatif. Et puis, le vaccin, puisqu'il existe à l'heure actuelle un vaccin
Et c'est pour ça qu'on conseille aux jeunes filles et aux jeunes garçons depuis peu, hein, parce qu'avant c'était réservé qu'aux jeunes filles, avant leur premier rapport sexuel, d'être vaccinés contre ce papillomavirus. Donc, dernièrement, une circulaire, l'HAS a demandé, la Haute Autorité de Santé a demandé que les jeunes garçons soient aussi vaccinés. Donc, le dépistage est important. Il faut toujours, et le traitement, donc, le traitement aussi pour pouvoir justement enrayer ce papillomavirus. Alors, je vous ai depuis tout à l'heure, je vous parle de tests de dépistage. Les tests utilisés sont des tests de diagnostic direct. Donc, c'est pour ça que vous entendez à la radio en ce moment sur les ondes, PCR, tests antigéniques. Donc, ce sont des tests de diagnostic direct. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec ces tests-là, c'est le virus lui-même que l'on va rechercher. On va rechercher, par exemple, par le test PCR, il suffit simplement d'avoir une réplique d'un petit morceau de virus, et cette petite réplique de petit morceau de virus va être une amorce pour pouvoir multiplier 1 million de fois la zone qu'on a besoin d'amplifier. Et à ce moment-là, on pourra savoir si la personne est porteuse de ce virus ou pas. Donc, c'est vraiment lorsqu'on fait un diagnostic direct, c'est-à-dire que c'est le virus qu'on recherche lui-même, et donc c'est par PCR qu'on le recherche. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas le rechercher à tout moment de l'infection. On le recherche en début d'infection parce que le virus est en train de se multiplier, donc il sort et on peut le trouver. Et puis donc, voilà. Les tests antigéniques, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est pareil, c'est d'un morceau de virus qu'on va rechercher la présence du virus lui-même. Donc, ces tests antigéniques sont plus ou moins sensibles, mais c'est le virus lui-même qu'on détecte. Tandis que les tests diagnostiques indirects, c'est les sérologies, sont les anticorps que l'on recherche. Les anticorps, ça veut dire que votre organisme, lorsqu'il est attaqué par un corps étranger, que ce soit un virus, que ce soit une bactérie ou n'importe, lorsqu'il est attaqué par un corps étranger, il va se défendre. Pour se défendre, il va produire ce qu'on appelle des anticorps. Donc, et le corps étranger est appelé un antigène, et donc il va se défendre en produisant des anticorps pour détruire l'antigène. Donc, ce qu'on va chercher dans les tests sérologiques, c'est la présence de cette bataille de votre corps. Donc, ce sont les anticorps qu'on va chercher. Donc, ces anticorps, on va les trouver quelques jours après, parfois même 15 jours pour le virus du sida. À partir de 15 jours après la primo-infection, on peut trouver ces anticorps qui signalent que vous avez été en présence du virus. Donc, si ces anticorps sont positifs, on va dire que vous êtes séropositif pour ce virus-là, que ce soit pour le HIV, que ce soit pour l'hépatite ou n'importe, pour le virus pour lequel on aura recherché les anticorps. Donc, ce n'est pas parce qu'on est séropositif qu'on va marquer séropositif sur un papier, un résultat, que c'est le VIH forcément. Il faut savoir quel est le virus qu'on a recherché. C'est vrai que lorsque le sida est apparu, souvent on a associé, on a mis le terme séropositif pour les personnes qui étaient infectées par le virus du sida. Mais vous pouvez être le sérum, c'est le sérum qui est positif, c'est pour ça les séropositifs, c'est le sérum qui est positif pour plusieurs, pour des virus, quoi. Donc il existe aussi pour certains virus des tests rapides et des autotests. Donc ça, c'est des tests, c'est-à-dire qu'une sérologie, c'est quand même beaucoup plus long. Et donc, tandis qu'un test rapide, c'est un test qu'on va avoir le résultat dans 15 minutes. Vous l'entendez en ce moment, il y a des tests antigéniques qui sont mis en place, des tests rapides qui sont mis en place. Pour le VIH, il y a ce qu'on appelle les TROD, les tests à orientation diagnostique, qui sont aussi des tests rapides qui sont mis en place. Donc, et puis, vous pouvez avoir des autotests que vous pourrez trouver, ça c'est pour le virus du sida, que vous pourrez trouver dans les pharmacies, acheter dans les pharmacies et faire votre test vous-même. Mais
c'est important de se rapprocher d'une des associations qui luttent pour le sida, par exemple, pour pouvoir, ou bien de votre médecin ou d'un centre de dépistage, puisque pour pouvoir justement avoir des informations ou bien plus d'explications par rapport aux résultats que vous aurez obtenus. Donc, où peut-on faire ces tests? On peut les faire dans les laboratoires avec une ordonnance ou dans les CGIT, c'est-à-dire les centres gratuits de diagnostic. Sont gratuits de diagnostic et d'information, de dépistage, de diagnostic et de dépistage. On vient de dépistage et de diagnostic plutôt, les deux D derrière. Donc voilà. Si tu me permets, Marlène, oui, il y a quelques questions sur le chat, je te laisser terminer. Oui, c'est bien. Alors, une question de Monique, doit-on systématiquement faire des dépistages pour déceler le HPV? Oui, pour le HPV, on ne peut pas se dire que lorsque le gynécologue parfois regarde le col, il s'aperçoit qu'il y a un problème sur le col, il va faire un diagnostic, il va regarder, il va faire un dépistage pour avoir le HPV. Je ne sais pas si on le fait systématiquement parce que c'est quand même une PCR, c'est quand même donc c'est un gynéco qui le fait, donc on ne le fait pas systématiquement. Mais on va rechercher pour toute infection, si on suppose une infection, si on suppose vous dites que vous avez un problème au niveau gynécologique, enfin, donc à ce moment-là, le génital, on va pouvoir, il va le faire, il va le rechercher. Et puis, merci. Pour les femmes, les gynécos et les hommes. Alors, pour les hommes, c'est le médecin. Le problème il est difficile pour le HPV parce qu'il ne donne pas de signes. Il ne donne pas de signes et donc c'est vrai que c'est parfois parce qu'on a trouvé le HPV chez la femme qu'on le cherche chez l'homme. Et c'est si on voit par exemple une lésion au niveau du pénis, on va chercher le HPV. Voilà. Alors, il y a un commentaire de Pascal, le Gardasil 9, qui est aussi prescrit aux homos même après 26 ans. Pardon. Est-ce que c'est efficace? Et si vaccination après avoir constaté une contamination, est-ce que justement le vaccin va être c'est le vaccin qui est efficace. La HAS, c'est-à-dire que la HAS vient de sortir il n'y a pas longtemps que la HAS a sorti ses recommandations pour les hommes et puis pour les homosexuels aussi. Et donc, ça permet, c'est parce que pour que la HAS sorte ses recommandations, il se base sur des études qui sont faites pour pouvoir justement dépister le plus grand nombre. Donc, je pense qu'il est efficace. Pour le moment, le recul que l'on a n'est pas grand. Donc, si on comprend bien, Marlène, les virus vivent avec nous et aussi c'est nous qui vivons avec eux. Oui. Alors, comment on fait pour rester en bonne santé? Ah ben déjà, en santé sexuelle, on peut dire que si c'est vrai qu'on a le préservatif, ma dernière image le montre, préservatif féminin et préservatif masculin, qui permettent justement, lors de rapports sexuels, de rester en santé sexuelle. Donc voilà, moi et puis il ne faut pas hésiter à aller vers le dépistage aussi bien si on ne sait pas sa sérologie, par exemple du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C, surtout qu'à l'heure actuelle, ce sont des virus comme l'hépatite C que l'on guérit et qui a un vaccin, il faut se faire vacciner aussi pour l'hépatite B. Donc, c'est-à-dire que rester en bonne santé, c'est aussi prendre sa santé en main et regarder et aller voir comment on est, si on est porteur ou non des virus. Voilà. Alors, justement, Marlène, tu dis qu'il y a des virus qu'on guérit. Oui, il y en a qu'on guérit, puis il y en a qu'on ne guérit pas. Tout à fait. Alors, les virus, c'est très compliqué, puisque je vous ai dit, ce ne sont pas des êtres vivants. Donc, autant les bactéries se multiplient elles-mêmes, elles sont autonomes, autant les virus ne sont pas autonomes, ils ont besoin d'infecter une cellule.
Et ça rend beaucoup plus difficile. Il n'est pas question, on ne donne pas d'antibiotiques pour les virus. On va donner des antibiotiques pour les bactéries, mais on ne donne pas d'antibiotiques pour les virus parce que ça ne va pas agir. Donc, ce qu'on va donner, c'est des rétroviraux ou des antirétroviraux. On va donner des médicaments qui vont bloquer le virus, mais qui ne vont pas l'éliminer. Donc, c'est pour ça que on est très, très content avec l'hépatite C, puisqu'on est arrivé à éliminer l'hépatite C. C'est-à-dire que pour le moment, bon, les personnes sont toujours sur surveillance. Ça ne veut pas dire que parce qu'on est arrivé à éliminer l'hépatite C, qu'on laisse les personnes dans la nature, on surveille, parce que bon, le recul que l'on a n'est pas très grand, mais quand même, c'est une première. Et il faut savoir que lorsque vous avez ces virus, pour savoir si les traitements sont efficaces, ce qu'on va faire, on va faire une charge virale. C'est-à-dire qu'on va rechercher le virus et on va le compter pour savoir combien de virus, que ce soit pour les hépatites, pour le VIH. On va regarder si ces virus sont actifs, s'ils se multiplient et savoir combien ils sont. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on dit que le traitement pour le VIH est efficace, c'est parce qu'on a une charge virale qui est indétectable. C'est-à-dire qu'on ne détecte plus le virus dans le sang, et donc à ce moment-là, on sait que le traitement est efficace. Et donc pour l'hépatite C aussi, lorsque le traitement qu'on a donné, on arrive à prendre des mois à ne plus qu'il y ait de réplication virale, même sans ça veut dire qu'on a gagné. Voilà. Merci beaucoup Marlène pour ces précisions. On a vraiment abordé le VIH, on a abordé les hépatites, certaines hépatites, parce qu'il y en a d'autres. Hein. Oui, il y en a plus d'autres. Il y en a d'autres. L'hépatite il y a A, B, C, D, E. Parce que les lettres de l'alphabet. Non, il n'y a pas toutes les lettres de l'alphabet, mais enfin non. Et puis voilà. Les herpès aussi, et puis les papillomavirus. Hein. J'ai survolé parce que c'est très complexe, c'est très compliqué. Et c'est beaucoup mieux d'entendre les questions et puis de répondre aux questions que de se tarder sur ça. Voilà. Exactement. Donc, Marlène vous le dit, hein, donc, on vous le dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les sur le chat. Si vous êtes devant votre ordinateur, il y a une petite bulle. C'est marqué chat en dessous. Vous cliquez dessus et là, vous pouvez vous adresser à tout le monde pour poser vos questions. Vous m'envoyez votre question en privé et puis je vais les poser aux intervenants. Si vous êtes sur votre téléphone, je pense qu'il faut cliquer notamment sur les 3 petits points là en bas et vous allez voir une liste et vous pouvez cliquer sur chat. Donc, sinon, vous m'envoyez un message, on va essayer de vous aider pour vous amener justement à poser vos questions. Donc, sans plus tarder, je passe la parole au docteur Karima Djeblaoui, à chaque fois, excuse-moi, Karima. Au docteur Karima, voilà, ça va être plus simple pour moi, mais Karima. À Karima, qui va nous parler du Covid, la prévention du risque infectieux au quotidien avec le virus. Voilà. Donc, elle vous a partagé son écran pour qu'on puisse suivre avec elle son petit diaporama. Tu n'as pas encore ton micro? Tu vas couper le tien? Oui, c'est coupé, mais c'est le tien qui n'est pas ouvert, Karima. Bon. Et bien voilà, c'est tout. Alors, en attendant, il y a Monique qui nous dit « Merci pour cette mise en ordre de nos connaissances ou de nos pseudo-savoirs. » Ben voilà, je vais continuer un petit peu plus sur moi, tout ce qui est infection respiratoire, à transmission respiratoire. Vous m'entendez bien. J'ai une petite voix de quelqu'un qui descend de l'avion, peut-être.
Voilà, moi je vais un petit peu plus parler sur les modes de transmission qui sont très importants pour moi et puis la prévention de ce risque. Bon, bah, ça c'était moi. Donc, les coronavirus. Donc, vous savez un petit peu tous que on vient de vous parler un peu des virus qui souvent, il y avait une question qui m'intéressait bien, moi, c'est de savoir est-ce que c'est nous qui vivons avec les virus ou c'est les virus qui vivent avec nous. Moi, je peux dire qu'ils sont plus vieux que nous, ils sont plus anciens que nous, donc ils sont dans la nature. Et puis après, bah, il y a beaucoup de réservoirs de virus, surtout animal. Et comme on le voit bien avec le virus qui nous arrive et d'autres virus, c'est qu'il y a des fois, il y a un passage du réservoir vers de l'animal vers l'humain. Donc après, ben, ça nous pose un petit problème. Tout le monde sait qu'on a un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, qu'on a identifié en décembre 2019. Et donc, il faut différencier avec le nom de la maladie qui a été baptisée par l'OMS, je me rappelle très bien, le 19 décembre 2019. J'étais au congrès de la RICAI. Et donc, on nous a dit un nouveau virus qu'on va appeler Corona, donc, puisque c'est le coronavirus. Donc, il y a une couronne qui donne ce nom-là, c'est coronavirus. Et puis, le V, c'est virus. D, c'est disease pour ceux qui connaissent l'anglais. Et donc, il a été découvert en 2019 grâce à l'historique du SRAS et du SARS-CoV, c'est qu'on l'a appelé de l'année 2000. Donc, on ne l'a pas identifié comme un virus chinois. Et on a bien fait parce que c'est une pandémie mondiale. L'OMS, elle se doutait bien que ça allait aller un peu plus loin que la Chine. Donc voilà, quand vous parlez de la maladie, c'est la COVID-19. Si on veut parler français, si on veut faire un disease, c'est le Covid. Donc voilà, retenez bien cette différenciation entre un virus SARS-CoV-2 et la maladie. Comme je vous ai dit, ce n'est pas des virus tout neufs. Hein, ils sont vraiment très anciens. Et ce qu'on voit actuellement avec l'arrivée de l'automne et puis le froid qui arrive, c'est qu'on a beaucoup de virus qui sont identifiés comme respiratoires et qui souvent nous donnent des petits rhumes. Donc, ce sont des infections bénignes chez le coronavirus qu'on a découvert déjà. Donc, on en voit souvent chez les enfants. Et puis après, il y a eu quand même des infections beaucoup plus graves, celles qu'on a eues en Corée, par exemple, le SRAS-CoV 2002, et puis celle qu'on a baptisé en 2019 le SARS-CoV-1, parce qu'il est identique à 94,90 à celui qu'on a découvert en 2019, qu'on a appelé le SARS-CoV. Donc, c'est un virus qui va donner le syndrome aigu respiratoire sévère. C'est comme ça qu'on l'a appelé le SARS-CoV-2 en 2019, et il est identique à celui de 2002, qui lui donnait vraiment une maladie respiratoire très grave. Et en 2012, on a eu la péninsule arabique, des pèlerins qui revenaient avec un virus qui ressemblait un peu au SRAS et donc qui était aussi très dangereux. Et ce sont des virus qui ont muté et qui ont disparu d'un seul coup. Et puis voilà, ça réapparaît avec un autre virus en 2019. Donc, ce qu'on peut savoir dans la chaîne de transmission, c'est qu'on a la chauve-souris qui héberge au moins 400 types de virus. Voilà, donc, et parmi les virus, elle a les coronavirus pour lesquels elle ne développe aucune maladie. Donc, on sait que la chauve-souris a un système immunitaire, donc avec développement d'anticorps qui lui permet de se défendre très bien. Et ça ne passe jamais de la souris à l'homme. Donc, accidentellement, on a toujours un hôte intermédiaire. Pour le SARS-CoV-2, on sait que c'était la civette. Et pour le MERS-CoV-2, c'était le dromadaire. Et on n'est pas très sûr de l'hôte intermédiaire pour le SARS-CoV-2. On pense que c'est le pangolin, on pense que c'est autre chose. Puis après, il y a des fake news qui peuvent aussi. Donc, accidentellement, l'homme peut se contaminer en manipulant la viande infectée ou en contact avec les sécrétions de l'animal. Donc, après, de la transmission d'homme à homme, donc interhumaine, elle se fait par voie aérienne pour ces virus respiratoires. Et donc, ce sont les gouttelettes, les sécrétions et puis le contact avec. Voilà. Le mode de transmission, il est très clair. Il est très bon à savoir pourquoi on nous rabâche les
les gestes barrières, le port de masque, la distanciation physique et toutes ces choses-là, c'est que le mode de transmission de ce SARS-CoV-2, il se transmet par des gouttelettes. Principalement à 99, je dirais à 90% des grosses gouttelettes ou des moyennes gouttelettes qui sont émises lorsqu'on parle, lorsqu'on éternue, lorsqu'on tousse, lorsqu'on chante, lorsqu'on fait des efforts, on fait du sport. Et donc, elles se retombent très très vite sur le sol parce qu'elles sont grosses, elles sont de 5 microns. Elles sont toujours transportées par ces gouttelettes ou par des particules, donc elles retombent facilement. Et elles persistent aussi peu dans l'atmosphère. Il y a des hypothèses sur la transmission aérienne, en fait, par des aérosols. Ça veut dire que quand on est dans un endroit confiné, dans un petit local fermé, sans aération, et qu'on ne porte pas le masque, qu'on est tous les uns à côté des autres, qu'on peut chanter, faire de la musique, danser dans un bar, par exemple, on peut avoir une transmission par aérosol. C'est-à-dire que ces aérosols n'ont pas le temps de, ces particules qui sont petites ou moyennes, n'ont pas le temps de retomber et elles peuvent être inhalées par une personne qui va les respirer. Donc voilà le but de dire que ce n'est pas vraiment une transmission par aérosol, mais ça peut se faire quand on est à un brassage très important de la population, très rapproché. Donc ça, c'est la transmission directe. Et puis, ça peut aussi être par des projections au niveau du nez, au niveau du contact de la porte d'entrée. Alors, on a fait une étude qui est très intéressante pour laquelle on a vu qu'il y avait moins de contamination chez les personnes qui portent des lunettes de vue. Donc, c'est une publication anglaise qui dit que les personnes qui portent des lunettes, ça peut, par exemple, parfois quand on a des lunettes de vue, ça peut protéger. D'où la mise en place des précautions gouttelettes pour les soignants, où on leur propose de porter des lunettes anti-projection ou alors des visières. Le deuxième mode qui n'est pas très fréquent, c'est l'indirect. L'indirect, ça peut être par un contact avec les portes d'entrée, c'est-à-dire qu'il faut que je me contamine en ayant touché un objet ou en ayant touché une surface contaminée et que mes mains contaminées peuvent toucher les muqueuses de mon visage. C'est-à-dire, je vais me frotter les yeux, je vais remettre mes lunettes, je vais toucher mon nez, ma bouche. Donc ça, c'est une mode de transmission indirecte qui n'est pas fréquent et sur lequel on peut vraiment lutter en développant l'hygiène des mains. Donc, beaucoup de personnes pensent que c'est une transmission par gouttelette uniquement, donc il faut porter le masque et après on oublie l'hygiène des mains. Chose que nous, on a vraiment en tant qu'hygiéniste, on pense qu'une mesure isolée comme ça, porter le masque et après ne rien faire d'autre, ça peut être ne pas protéger. Donc, pour ça que les protections. Donc, voilà. Pour éviter cette transmission par gouttelette de ce virus-là, donc en général, lors de face à face, quand on n'a pas de distanciation d'un mètre et que le masque de soin, donc le masque chirurgical, qui lui neutralise la source connue, donc quand on est symptomatique, on doit le porter. Quand on a des symptômes, on doit porter un masque et donc on se protège et on protège les autres. Dans les espaces partagés, vous avez le confinement, le déconfinement qu'on a fait, le premier déconfinement qu'on a fait, c'est qu'on a proposé des masques alternatifs au grand public qui, eux, neutralisent. Donc, voilà, on peut être asymptomatique. Donc, si on garde ses postures dans ce masque alternatif ou ce masque barrière, on va se protéger. Le contact avec les humains, c'est surtout l'hygiène des mains qui est très importante. Et puis, mettre en place les mesures barrières, qu'on va voir un petit peu plus sur une autre diapo. Et puis après, les surfaces partagées. Ne paniquons pas, si on peut toucher une surface contaminée, c'est pas grave. Si j'emprunte le stylo à mon collègue, c'est pas grave. Je pense tout de suite à faire de l'hygiène des mains après, ça me protège. Donc quand je partage un objet, c'est l'hygiène des mains qui est très importante. Et puis aussi la désinfection de toutes les surfaces et des objets qui peut aussi être un mode d'éviter les transmissions. Donc voilà, des images de face à face, voilà, même
Ce qu'on encourage actuellement, c'est quand on mange, on évite ensemble, un repas ensemble, surtout entre les collègues et tout ça, c'est d'éviter d'avoir des face-à-face rapprochés, ou alors dans les espaces partagés, de garder la distanciation physique. Et puis voilà, c'est un petit peu les surfaces, donc c'est des images. Alors, ce diaporama, moi j'aime bien cette diapo parce qu'elle résume ce qu'on doit dire, c'est qu'il n'y a aucune mesure qui est appliquée isolément ne peut être efficace. Hein. Si vous dites, OK, on nous impose le masque, je porte le masque et après je touche mon masque tout le temps, je le porte mal. Et puis après, l'hygiène des mains, j'en fais peut-être 2 fois par jour. Ça ne peut pas marcher. On a eu des contaminations quand les gens, on a fait des investigations. On nous a dit, ben voilà, moi j'ai porté toujours le masque, mais bon, après, si on ne fait pas. Donc, les gestes barrières, c'est tout ce qui est hygiène des mains et tout ce qui est hygiène respiratoire. C'est-à-dire que pour le tout, l'éternuement, je le fais dans mon coude. Si je le fais dans un mouchoir à usage unique, il faut qu'il soit jeté immédiatement. On voit souvent les gens avec des mouchoirs à usage unique qui remettent dans leur poche, après ils réutilisent. Donc ça, on pense que c'est des modes des transmissions qui peuvent, ce sont des sources qui peuvent nous contaminer un peu plus. Donc, pas serrer les mains, le check avec le coude, ça ne sert à rien. Ne pas toucher, ne pas se rapprocher, donc ne pas se toucher le visage assez souvent. Et puis après, donc, ces gestes barrières, il faut leur associer la distanciation sociale, ce qui est de 1 mètre. Dans certains pays, quand on ne porte pas le masque, c'est 1,5 mètre à 2 mètres. Et puis après, il y a l'entretien des locaux qui est très important. Et puis vient le masque barrière. Ce masque barrière, il faut le porter quand il est recommandé. Ce n'est pas la peine de le porter quand vous êtes tout seul dans votre voiture, ça ne sert à rien. Mais portez-le quand vous avez une personne en face de vous. Il faut qu'il couvre le nez, la bouche et le menton. Donc il faut qu'il va vraiment. Donc on a un rôle collectif majeur et pour nous protéger, pour protéger les autres. Donc un pour tous et tous pour un. Voilà le mode qu'il faut vraiment, et garder les 3 M. Les 3 M, c'est l'hygiène des mains, le masque et le mètre que vous devez garder entre vous. Donc voilà, c'est toutes ces mesures qui sont appliquées, même rigoureusement, qui diminuent le risque, mais ne l'éliminent pas. Donc voilà, on est un petit peu en difficulté. Donc voilà, vous avez des choses que vous pouvez afficher facilement, très facilement. Et puis moi, ce que j'aime bien cette diapo aussi, parce qu'il y a la distanciation physique pour la protection de la population. On avait remarqué, en fait, c'est pour ça qu'il y a eu le confinement en Chine, par exemple, quand on avait aussi qu'il y avait le confinement en Italie, on s'est rendu compte qu'en France aussi, au mois de mars, au mois d'avril, qu'il fallait confiner. Et c'est ce qu'on fait actuellement à partir de ce soir, on reconfine tout le monde, parce que quand on n'a aucune distanciation physique, quand il y a un brassage de la population, on peut arriver jusqu'à contaminer. Bon, je crois qu'à la Martinique, on est à 700 et on pense que dans une semaine, on sera à 1000. Donc, on passera s'il n'y a pas de cette distanciation, de ce confinement. Donc, avec la distanciation physique de 50% de la population, on arrive à avoir moins de contamination en un mois. Voilà, une personne peut contaminer 15, alors que s'il n'y avait pas cette distanciation, ce confinement, on peut avoir jusqu'à 400 personnes. Donc, si on arrive à avoir une distanciation physique qui est pratiquée et appliquée par 75% de la population, vous voyez qu'on peut passer très vite à une diminution de la contamination en 30 jours. On peut contaminer 2 personnes. Donc là, on aura sur le plan sanitaire les moyens de prendre en charge tous les patients malades s'ils ont besoin d'être hospitalisés et notamment s'ils ont besoin de la réanimation. Donc voilà, cette distanciation de 1 mètre est très importante. Il faut avoir ce réflexe-là, très difficile pour les personnes. Enfin, on est tactique, quoi. On est des latins, on est voilà. Donc, pour se protéger son foyer, protéger les autres, c'est surtout l'hygiène des mains. Alors, l'hygiène des mains, c'est très important de dire que il y a 2 techniques. La technique la plus importante pour nous, c'est dans ce mode de fonctionnement, c'est le lavage au savon et avec de l'eau. Ça nécessite un équipement spécifique. Il faut que vous ayez des essuie-mains si vous êtes dans des collectivités, la poubelle ouverte, ça c'est pas. Et puis après, vous avez le mode de friction hydroalcoolique sur ces mains propres.
Et la gestuelle est très, très importante parce que les mains peuvent être contaminées directement à partir, donc on a vu, de sécrétions respiratoires, notamment quand on utilise des mouchoirs à usage unique, qu'on les remet dans sa poche et qu'on les réutilise. Donc voilà. Il faut aussi promouvoir l'hygiène des mains par l'éducation des enfants. C'est l'hygiène des mains dans la vie quotidienne. C'est à la sortie, quand vous rentrez chez vous, quand vous sortez de chez vous, après les repas, avant les repas, quand vous sortez des toilettes, avec les gestes qui exposent les mains quand vous mouchez, quand vous toussez. Donc, il faut toujours passer par la case d'hygiène des mains. Pour qu'elle soit efficace, cette hygiène des mains, il faut qu'elle soit faite avec un produit virucide quand c'est de la friction avec une solution hydroalcoolique. Acheter un produit virucide qui réponde à la norme NFEN 14467. Faites attention parce que la NSM a retiré des produits du marché comme je crois qu'il y a 5 ou 6 produits qui sont interdits parce qu'ils contiennent des produits toxiques. Ils contiennent aussi sont parfumés, donc ça peut donner des allergies. Pour les solutions hydroalcooliques, privilégier le gel hydroalcoolique parce qu'il dessèche moins les mains, il protège un peu plus les mains avec le gel émollient. Et puis le lavage des mains. Alors là, le lavage des mains est très important parce que avec du savon et de l'eau, c'est un virus qui est très, très fragile. Il ne survit pas, donc il est gras, en fait il est hydrophobe, donc le fait d'utiliser du savon, ça détruit cette couronne donc c'est un virus ARN qui est enveloppé, et contrairement à ce qu'on peut penser, ARN enveloppé, il peut être résistant, mais non, c'est un virus qui est très fragile, donc il suffit d'appliquer les gestes d'hygiène des mains pour se protéger et protéger les autres. Donc voilà, c'est très très important. La gestuelle, il faut la faire en 30 secondes, entre 20 et 30 secondes, c'est-à-dire qu'il faut appliquer la solution partout et insister sur le bout des doigts et le pouce. Des choses qu'on n'oublie pas parce que c'est ce qui se contamine le plus. Donc l'OMS va promouvoir cette friction avec de commencer par les bouts des doigts. D'habitude, on étale la solution hydroalcoolique comme ça, mais ça ne sert à rien. En fait, surtout faire le bout des doigts qui se contamine le plus. Donc, bien enrober ça. Voilà, donc les gants ne servent à rien. En plus, on est en tension avec les gants. Donc, ça ne protège ni les autres parce qu'il n'y a pas de transmission cutanée de ce virus. Les mains se contaminent très rapidement, surtout quand on a des gants. Et puis, ça empêche l'hygiène des mains. Ils ne sont pas du tout... voilà. Donc, et éviter aussi d'utiliser la solution hydroalcoolique sur des gants. Donc, c'est encore plus dangereux. Donc, les gants, ça facilite la diffusion du virus dans l'environnement parce qu'on peut toucher plusieurs surfaces. Et ce virus-là, il n'est pas transmis par la peau, par la bouche, donc il est vraiment par la bouche, pardon, les aliments. Par les aliments, parce que, oui, transmis par la bouche, c'est sûr. Et en inhalant les gouttelettes, mais certainement pas par les aliments. Voilà. Donc, les gants, ils sont à utiliser dans un cadre habituel. Ah ben, si vous voulez protéger des gens qui manipulent les produits chimiques ou alors la protection vis-à-vis des liquides biologiques, c'est souvent pour les soignants qui utilisent en fait la gestion des liquides biologiques comme du sang, les sels et les eaux. Donc, voilà. Se protéger avec le port de masque, c'est très important, cette barrière qui peut limiter la projection des gouttelettes par une transmission directe, limite la contamination de l'environnement pour que si on touche après, ben, toute personne se contamine, et limiter les contacts avec les mains, la bouche et le nez, ça peut être. Donc, je n'ai pas vous répéter qu'il faut qu'il soit positionné correctement et qu'il ne faut pas le manipuler. Et si jamais vous le manipulez, ben, il faut faire une hygiène des mains. Si vous avez un masque chirurgical, il faut le garder plus de 4 heures parce qu'on s'est rendu compte quand même qu'au bout de 4 heures, il peut perdre de sa filtrabilité. Et donc, il faut le changer souvent s'il est souillé. Et puis, si on a un masque en tissu, c'est
Surtout le mettre dans un contenant spécifique, l'entretenir, ça ne sert plus à rien de l'entretenir à 60 degrés, on s'est battu, donc vous lavez correctement dans votre machine ou à la main avec du savon et de l'eau à 30 degrés, ça suffit. Donc voilà, les masques sont utilisés selon les circonstances. Donc là, il est obligatoire partout, surtout dans les zones où il y a un brassage de population, dans les locaux fermés. Donc dans les locaux confinés, dans les lieux confinés avec une forte, voilà, c'est passé en juillet, il est devenu obligatoire. Maintenant, il faut le porter partout. Et vous avez vu qu'on va aller même sur apporter le masque en famille lorsqu'on n'est pas dans sa bulle sociale, c'est-à-dire les personnes qu'on veut protéger, qu'on ne voit pas souvent, avec qui on ne vit pas tout le temps. Donc voilà, porter le masque tout le temps, c'est... Alors après, il faut porter le masque chirurgical absolument pour les personnes qui sont symptomatiques ou asymptomatiques. Ne pas oublier de surtout ne pas utiliser le masque en tissu. Les masques en tissu, ben, moi, je ne préconise pas trop, ça peut être écologique, mais si on les lave bien, si on les change toutes les 4 heures, si on en a 2, donc il faut vraiment utiliser les masques catégorie 1 ou catégorie 2 qui sont testés par la DGA, donc qui sont homologués, et éviter d'utiliser les masques qu'on a envie des fois avec des paillettes ou ce qu'on veut, qui ne sont pas testés, qu'on a envie de faire chez soi. Donc, surtout ne pas utiliser le masque FFP2, c'est un appareil de protection respiratoire qui est réservé à toutes les personnes qui font des gestes invasifs, qui produisent des aérosols, donc notamment en réanimation ou les pneumologues, les dentistes. Et donc, pour vous, ça ne sert à rien parce que vous allez mal les porter parce qu'on ne respire pas bien dans ces masques qui sont très filtrants. Et le masque chirurgical suffit, il faut bien plaquer, bien positionner. Après, éviter de le porter en dessous du nez, de ne pas couvrir, ne pas couvrir le nez, le laisser sous le menton, ça ne sert à rien, le porter sans le serrer et puis le toucher souvent. Donc voilà, c'est un petit peu les gestes, niveau de protection. Si vous avez une personne asymptomatique avec la Covid qui n'a pas, et vous avez juste un masque en tissu, eh ben, ça ne vous protège pas tellement, tandis que si vous êtes sans masque et même la personne qui est donc contaminée a une protection moyenne. Après, si on porte le masque barrière en tissu, le masque grand public à 2, là, on a une protection renforcée à condition de garder les gestes les mesures barrières, c'est-à-dire avoir au moins ce mètre de distanciation. Alors, on voit des fois des masques, des choses comme ça, l'utilisation des visières. Ce ne sont pas des équipements de protection des yeux et du visage. En aucun cas, et quelle que soit sa composition, une performance, donc ça ne remplace pas le masque. Il est utilisé en complément d'un masque, donc c'est pour la protection des yeux, surtout anti-projection. Donc, il a été donné. Et puis, il faut savoir un peu nettoyer ses visières. Ça ne sert à rien de porter sa visière sans masque. La protection, qu'est-ce que je veux dire par l'entretien? C'est un virus qui est le rôle de la contamination à partir de l'environnement, surtout via les mains. Et sachez que c'est un virus fragile. Donc, les procédures d'entretien chez vous suffisent largement. Par contre, si vous êtes dans des structures ou avec des personnes fragiles, il vaut mieux utiliser des produits virucides. Et puis, beaucoup de produits qu'on utilise sont vraiment virucides. Après, on parle de survie de ce virus sur plusieurs surfaces. Ça peut durer quelques jours, quelques heures. Sachez que le virus, dans des sécrétions fraîches d'une personne qui vient de postiller ou des sécrétions qui sont contaminantes, il reste, on sait qu'il peut être contaminant jusqu'à 4 heures, jusqu'à 3 heures, 4 heures. Mais après, ce virus-là, il est fragile, il se dessèche. Et après, quand on a fait des prélèvements de surface dans certains secteurs ou sur certains matériaux, effectivement, on retrouve le matériel génétique, mais on ne retrouve pas le virus viable. Donc, le virus, il n'est pas contaminant. Même on retrouve le matériel génétique, mais qui n'est pas viable, donc il n'est pas contaminant. En pratique, pour éviter la contamination à partir de l'environnement, je vous dirais que c'est l'hygiène des mains plus et un entretien régulier et fréquent. Et surtout, tout ce qu'on vient de faire passer
au conseil scientifique, c'est de rappeler dans les gestes barrières l'aération des locaux autant que possible, c'est-à-dire d'essayer d'aérer très, très régulièrement ou de laisser les fenêtres ouvertes. Voilà. Donc voilà, le nettoyage, c'est surtout aérer les locaux. Si vous avez des systèmes de ventilation mécanique, ben, il faut entretenir. Les clim aussi, il faut entretenir. Il faut bannir tout ce qui est ventilateur. Ça peut être un système pour renvoyer des aérosols. Voilà, les parties communes, voilà. Merci beaucoup, Karima, pour cette présentation. Il y a beaucoup de questions. Oh, pardon. S'il y a des questions sur... Non, parce qu'en même temps, je regarde les questions. Je pensais que tu avais... Non, je voulais juste... Sur cette partie-là. Il y a des questions? Oui, Voilà. si tu le permets. Alors, je reviens sur les questions, en fait, par rapport... alors, un virucide est efficace combien de temps? Dans le métro, on nous dit que les bars sont nettoyés avec un virucide actif. Mais vu qu'il s'agit d'une application quotidienne, reste-t-il toute la journée sur la barre de maintien? Un virucide, c'est efficace combien de temps? Alors, virucide. Ce qui est indiqué. Oui. Virucide, c'est un produit qui va c'est-à-dire qu'il il est efficace au moment où on a nettoyé. Après, s'il y a une contamination, enfin, comment dire, s'il y a une contamination par une personne infectée, eh ben, ça va se contaminer. Donc, c'est pour ça qu'il faut coupler l'hygiène des mains. C'est pour ça qu'il faut coupler l'hygiène des mains avec le nettoyage et la désinfection des surfaces et des objets. Donc voilà, la personne qui sera dans un métro qui a touché une barre, quand elle sort de la rame du métro, eh ben, elle se fait sa désinfection des mains facilement. Même quand vous prenez votre voiture, vous lavez vos mains avant de sortir, vous sortez de votre voiture, vous lavez les mains, vous allez au supermarché, vous faites vos courses, vous lavez les mains. Donc effectivement, pour les transports, ce qui doit, même s'il désinfecte très régulièrement, nous, on ne doit pas oublier de nous désinfecter les mains à chaque fois qu'on quitte un lieu de transport, un bus ou un métro. Voilà, virucide, combien de temps? C'est que c'est un désinfectant, il est efficace qu'on ne désinfecte que ce qui est propre, et un désinfectant, il est efficace quelques heures. Et pour continuer justement par rapport à l'hygiène des mains, il y en a qui ont noté notamment par rapport à le fait d'avoir, on va dire, les mains bien garnies, faisons, vernis, bijoux. Moi, je suis parmi l'un d'eux, mais bon, est-ce que justement pour les ongles qui sont longs et les bijoux, est-ce que c'est certain pour certains secteurs? Notamment la restauration ou les secteurs médico-sociaux, où ça devrait être pour tout le monde en fait? Ah bah, les prérequis de l'hygiène des mains, c'est surtout ne pas avoir de bijoux, pas de faux ongles, pas de vernis, pas de French manicure. C'est absolument... sinon, le virus, il va se nicher. Pas de féminité alors? Ben si, quand on sort du boulot, le week-end. Le week-end. Voilà, ok, mais pas... voilà, moi j'avais une amie chirurgien qui me disait non, non, aujourd'hui je fais la consultation, je n'opère pas, je ne suis pas au bloc. Non, je suis désolée, mais tu vas faire des soins. C'est vrai que quand on est dans le milieu médico-social ou quand on est dans des lieux, dans des crèches, des trucs comme ça, donc je pense que il faut vraiment, les prérequis sont très importants. Sinon, ça se niche même sous une allez en silice. Ça se niche où? Dans les ondes. Sur les ondes, d'accord. Lorsqu'on est au laboratoire, même au laboratoire, dans une hôpital, on devrait avoir les mêmes. L'alliance est tolérée, mais elle ne devrait même pas. Non, elle n'est pas tolérée. Enfin, l'hygiéniste dit non, mais je sais que par exemple, dans mon laboratoire de haute sécurité, parce que tu rentres dans le laboratoire de haute sécurité, tu enlèves tout.
les bijoux, l'alliance, tu te déposes et tu te désinfectes les mains avant de rentrer dans faire quoi que ce soit. Avant même mettre, alors que tu vas mettre des gants. Donc, tu enlèves vraiment tout. Donc, moi, je trouve ça aberrant. Enfin, moi, la première chose qu'on m'a appris dans mes études, c'est que lorsqu'on on va travailler en tant que même technicienne, on va travailler dans un laboratoire, on coupe ses ongles et puis on n'a pas de bijoux. C'est la première chose qu'on t'apprend. Donc, si tu vois des personnes qui arrivent maintenant, si tu vois des personnes qui arrivent maintenant avec des ongles, tout ça, qui vont travailler, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Et puis, justement, pour continuer justement encore sur l'hygiène des mains, quelle quantité de gel utiliser pour bien se protéger en friction? Une bonne giclette. Alors, je pense qu'il faut quelque chose comme 3 millilitres. Après, ça dépend si on a des petites mains, si on est des grandes mains. Donc là, mais vraiment, il faut qu'on arrive à se désinfecter les mains pendant au minimum 20-30 secondes. Donc à ce moment-là, il faut une bonne quantité d'antivirus. Et alors, justement, il y a un autre message justement pour le nettoyage. Durant la propagation du virus, pendant le confinement, plusieurs messages ont été reliés et demandaient notamment de bien nettoyer ses courses avant de les ranger. Que dire de cela, car c'est une tâche qui peut être assez fastidieuse, course pour une famille nombreuse ou grande quantité. Alors, c'est vrai que j'avais cette diapo et je me suis dit, je vais être un petit peu lourde à dire ça, mais vous savez que l'Agence nationale de la sécurité alimentaire a sorti des recommandations justement pour le SARS-CoV-2, pour la COVID-19, où qu'il faut surtout ne rien faire, éventuellement passer ces aliments sous l'eau, mais ne pas les laisser 4 heures à la chaleur, ça ne sert à rien parce que la cuisson des aliments, elle détruit, c'est un virus qui est détruit à 60 degrés. Qui est détruit avec des produits détergents. Donc, c'est un virus qui est vraiment très fragile. Et donc, je pense que la cuisson, les aliments, il ne faut rien faire à part bien se laver les mains avant de toucher son visage. Voilà, je reste très pragmatique, moi, en tant qu'hygiéniste. Si on respecte l'hygiène des mains, qui parfois, on l'oublie, c'est tout, hein, parce qu'on a envie de le faire, mais on l'oublie. Mais laver ses courses, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Par contre, laver ses mains tout le temps, ranger ses affaires, enlever ses emballages. Et puis après, ben, voilà, c'est tout. Hein. Donc, on n'a pas besoin de tout laver. Quoi. Non, non. On jette les suremballages, et on se lave les mains. Maintenant qu'on arrive de faire ses courses, on se lave les mains. Bien ranger, bien se laver les mains. La contamination, c'est quand on a des mains contaminées qu'on va toucher son virage. On a vu que la source, c'est les muqueuses du visage. Donc, les aliments, on n'a pas à leur faire subir de l'eau de javel et quelques... Et puis, alors, il y a d'autres questions par rapport au masque. Lorsque le masque chirurgical est précisé, non stérile, est-il vraiment efficace? Lorsque le masque chirurgical est précisé, non stérile, est-il vraiment efficace? J'ai du mal à comprendre la question parce qu'on va reposer, si la personne fauchée peut reposer sa question. Les masques ne sont pas stériles. Ils sont propres, oui. Mais ils ne sont pas stériles. Utilisation unique, de toute manière, les masques chirurgicaux. Donc, c'est dans le fit à usage unique. On ne réutilise pas les masques chirurgicaux au bout de 4 heures. Et justement, il y a eu des gens qui ont proposé de nettoyer le masque chirurgical. En fait, alors faites attention parce que j'ai eu même une question, on m'a dit, dans la structure où je travaille, on m'a dit que pour me protéger, je désinfecte mon masque avec la solution hydroalcoolique. Imaginez que vous allez inhaler de l'alcool avec ça. Sinon, il y a des personnes qui ont nettoyé, qui ont lavé les masques chirurgicaux parce qu'il y a eu
des fake news, des gens qui proposent de réutiliser. Il y a aussi des gens qui ont profité de l'occasion pour vous proposer des méthodes de désinfection avec des appareils, des fours micro-ondes ou avec des lampes UV ou avec en vous disant gardez-les au soleil 4 heures et tout. Sachez que quand vous utilisez un masque, vous allez respirer dans un masque. Dans ce masque-là, vous allez respirer, donc vous allez avoir vos postillons, vos matières protéiques. Donc tout ça, ça va se fixer. En plus, si vous n'êtes pas habitué, vous allez respirer souvent par la bouche. Alors, ce qui est préconisé, c'est quand vous portez un masque, c'est d'apprendre à respirer uniquement par le nez. Donc, vous avez moins de postillons et la filtrabilité est intéressante. Si vous portez des lunettes, vous allez avoir moins de buée. Donc, ça, c'est des choses. Et le masque, on peut le réutiliser. Si, par exemple, on l'a utilisé le matin pendant 1 heure, on peut le poser tranquillement et le réutiliser après pour aller faire une autre course. Mais réutiliser, relaver les masques chirurgicaux, ils sont à usage unique. Alors, il précise, il dit sur certaines boîtes de masques, il est précisé non stérile. Je ne sais pas si, moi, je n'ai pas remarqué. Oui, ça. Oui, c'est sur certains masques, tous les masques ne sont pas stériles. Voilà. Mais c'est efficace, voilà. La question, c'est voilà. Ah oui, c'est efficace. Après, vous avez même des fois, c'est marqué masque non sanitaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas les utiliser pour les soignants. D'accord. Parce que je ne suis pas rentrée dans les détails, mais les masques chirurgicaux, ce qu'on appelle les masques médicaux, ils sont de 3 types. Il y a le type 1, 2 et 3. Et le 3 qu'on utilise pour les soignants, c'est avec le R en plus. C'est celui qu'utilise le chirurgien dans sa vie. C'est d'utiliser le masque chirurgical type 2R. C'est cela qu'on préconise aussi pour les personnes malades. Après, une autre personne, quand c'est marqué non sanitaire, c'est ce qu'on appelait, nous, dans notre jargon, les masques des visiteurs. Ce sont des masques qu'on utilise aussi dans les cuisines. Ils n'ont pas besoin d'avoir ce type de filtration à 94%. Donc, d'être résistant, étanche pour le chirurgien qui va opérer, qui va avoir des... Mais la plupart des masques qui ont été distribués par l'ARS à la population, à tous les... Là, pendant le stock de l'État, c'était des masques type 2R. Après, maintenant, ce que les gens vont acheter dans les supermarchés, ils vont bien trouver des masques type 2, des masques avec non sanitaire. Ça, c'est... Mais il ne faut pas les porter quand on est malade ou quand on a un risque et une vulnérabilité. Et justement, il y a deux dernières questions, si tu me permets, Karima, notamment toujours sur les masques. Quand je mets un masque neuf, ça me provoque des toux pendant un moment avant que je m'habitue. À quoi c'est dû? Il faut changer de marque de masque si c'est un masque médical. C'est vrai que nous, on a eu des allergies aussi par rapport, parce que comme on était en tension sur les masques, on a commandé des masques un peu partout et on a fait des équivalences entre les différents types de masques parce que nous, on a des normes européennes et on a fait des équivalences avec des masques qui sont arrivés de Chine, un peu partout fabriqués. Et je sais qu'il y a des masques, même moi-même, je sais que je l'ai vécu aussi, c'est qu'il y a des types de masques que je ne peux pas porter. Par exemple, les bleus qui sont ceci, mais les blancs, j'aime bien. Après, il faut changer de masque, aller voir un autre type de masque et ça peut être mieux. Ou alors... Justement, il y avait une autre question, je pense que c'est dans la continuité. Est-ce qu'on souffre vraiment de difficultés respiratoires avec un masque ou bien c'est dans la tête? C'est dans la tête. Je dirais que c'est dans la tête parce qu'il y a des études qui ont été faites en disant qu'on va manquer d'oxygéner le cerveau, qu'on va manquer d'oxygène, ou qu'on va avoir du CO2. Voilà, qu'on va faire des malaises et tout. Donc, je ne pense pas que... Il y a eu même la liste des contre-indications du port de masque qui a été réduite, que même, par exemple, le masque, le fait d'être asthmatique léger, eh ben, on n'a pas besoin de porter, de dire que c'est une contre-indication pour le masque. On portera le masque. Alors, Karima, je te laisse continuer. Il y a d'autres questions, mais je te laisse continuer. Alors, les autres questions,
On les Oui, posera non, mais- par la suite. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous avez posé votre question sur le chat. Karima va y répondre. Ou Marlène aussi. Elle est toujours là. Bah ouais, on peut faire un devoir. Et puis, elle continue sur son exposé. Là, moi, c'était un petit peu pour continuer dans la continuité de ce qui nous arrive en ce moment, c'est qu'on va avoir une co-circulation du SARS-CoV-2 qui est là, qui circule toujours. Bon, il ne circule pas toujours tout seul, mais il circule avec nous, avec les humains. Et donc avec les autres virus hivernaux, notamment la grippe. J'arrive pas. Alors, je voulais juste rajouter avant que, pendant que tu es en train de changer de page, il y a Fouché qui dit merci pour la précision, je comprends mieux par rapport aux masques non stériles. Non, je n'arrive pas. Ah, si, c'est bon. C'est parti. Quelqu'un m'a. Voilà. Donc, dans ce contexte de circulation persistante de SARS-CoV-2, donc vous voyez que ce n'était pas une blague, la vague 2. Et je ne veux pas être pessimiste, mais on est déjà en train de réfléchir sur la vague 3 pour le mois de février. C'est pour planter l'ambiance. Donc, la co-circulation de ces virus grippeux avec cet agent est anticipée donc, pour les mois à venir. Hein. Donc, on n'a aucun signe clinique ne permet d'éliminer formellement un diagnostic de la COVID-19. Quelques exceptions chez l'enfant, parce qu'il faut arrêter d'aller faire dépister des jeunes enfants qui ont le nez qui coule. Les pédiatres refusent, mais les écoles les renvoient chez eux pour demander aux parents d'aller faire un test. Et donc, il y a aussi les tests de diagnostic, donc la PCR en temps réel du SARS-CoV-2 devant tout signer évocateur du COVID-19 et l'absence d'indication à réaliser un test de diagnostic des virus en dehors des indications habituelles. Donc, voilà, on doit avoir des stratégies de dépistage qui sont là. Moi, j'aime bien ce tableau-là qui a été vérifié puis validé par la DGS. Qui essaie un petit peu de dire, allez, on va réfléchir la COVID-19, la grippe et le rhume, qu'est-ce qui est différent. Donc, les symptômes, vous avez vu, fréquents, eh ben, les symptômes fréquents, ils sont nombreux, hein, voilà. Puis après, ce qui va rester, on m'entend moi, c'est bon là? Donc là, vous avez tout ce qui est fréquent. C'est la perte du goût et de l'odorat qui peut différencier parfois la COVID-19. Donc après, vous avez aussi pas grand-chose qui peut être différent. Donc, moi, j'aime bien ce tableau-là, des fois un peu à regarder. Donc, voilà. Et puis, tout de suite, je vais enchaîner sur l'objectif des tests diagnostiques. Donc, le SARS-CoV-2, c'est un diagnostic pour une prise en charge spécifique. Ce que je vous dis là, c'est ce que dit le Haut Conseil de santé publique France. La mise en place d'un contact tracing, donc dans le cas échéant, donc c'est pour ça qu'on recherche le SARS-CoV-2. Et puis pour les virus grippaux, quel est l'objectif? C'est l'intérêt, c'est dans collectivité à risque pour la mise en place des mesures curatives et de prévention, donc les antiviraux. Donc on sait qu'on a un traitement pour tout ce qui est virus grippaux, c'est le traitement, j'ai un petit trou. Voilà, le diagnostic et le traitement en cas de forme grave hospitalisée. Ce qu'on utilise souvent en réanimation, c'est le Tamiflu. Donc, on a un traitement qui est efficace pour la grippe, c'est le Tamiflu, et qui n'est pas du tout efficace sur le SARS-CoV-2. Les tests diagnostiques, Marlène vous en a déjà parlé un petit peu, mais vous savez que pour tous les virus, hein, ce qu'on privilégie souvent, c'est les méthodes des tests antigéniques ou les méthodes de la PCR en temps réel. Donc, pour les virus grippaux, donc toujours un écouvillonnage nasopharyngé. Et il y a les TROD que vous avez vu, que ce soit pour les tests antigéniques, donc qui sont très spécifiques, mais avec une sensibilité moindre. Donc, les tests moléculaires, c'est la PCR
qui est supérieure, 500 000 fois supérieure à celle des tests antigéniques. Donc, chaque fois qu'on a des malades graves, on recherche donc, les tests antigéniques, ils ont une fiabilité qui n'a jamais dépassé les 60%. Pour le SARS-CoV-2, actuellement, le test de référence, c'est sur un écouvillonnage nasopharyngé, donc c'est la RT-PCR, c'est la PCR en temps réel. Et le mode de prélèvement le mieux standardisé est parfaitement évalué, donc il faut vraiment, la sensibilité, elle est très élevée. Si la technique de prélèvement et la période de prélèvement est respectée, à ce moment-là, par exemple, si on vous dit on vous appelle, on vous dit voilà, je suis Covid positif, vous êtes mon contact, ça ne sert à rien de partir en courant, faire un test le jour. Donc il faut attendre, l'idéal c'est entre 5 et 7 jours avant d'aller faire le test. Donc pas se précipiter. Et puis il faut que ce soit un bon préleveur qui arrive à aller recueillir les cellules au niveau du nasopharynx. Les tests antigéniques, Marlène vous en a déjà parlé. Donc, on recherche les protéines qui sont produites par le virus, le SARS-CoV-2. Ce sont des tests qui peuvent être très intéressants, qui ont une fiabilité moindre que le test de référence, la PCR. Ce sont des tests qui peuvent être faits en dehors du laboratoire pour renforcer la politique de dépistage dans des délais très rapides. Donc voilà, par exemple, dans les aéroports, les EHPAD, chez les médecins généralistes, les pharmacies, ça va se généraliser, mais à condition de bien maîtriser. Et sachez que si vous avez un test antigénique positif, on va vous faire un test de la PCR pour confirmer le diagnostic parce qu'il y a quelques faux positifs. Les tests sérologiques, ça peut détecter la présence des anticorps antivirus, c'est-à-dire de savoir si la personne a déjà été en contact avec le virus. Et puis, on l'utilise aussi comme un test de rattrapage. Si on a de premiers tests chez un patient qui a des symptômes ou quelqu'un qui s'est fait dépister, donc on a un test négatif, le deuxième test au 7e jour est négatif, on attend 15 jours pour faire un test sérologique, pour faire un diagnostic de rattrapage. Les autres virus respiratoires, je pense que je ne vais pas trop vous embêter parce que pour le VRS, c'est souvent le principal agent de la bronchiolite. Donc là aussi, il est fait par des tests antigéniques. Et puis les autres virus respiratoires qui circulent aussi, c'est les entérovirus, les métapneumovirus, les coronavirus saisonniers qui font couler le nez, qui donnent des petits rhumes, les adénovirus, les virus para-influengiques, donc sont rarement. En fait, on a des tests qui regroupent tous ces virus-là, puis après, on recherche dans le contexte épidémiologique certaines choses. Donc, les tests multiplex sur lesquels des infections respiratoires se sont limités à peu de pathogènes. Par exemple, on peut faire le même test avec on peut rechercher la grippe et le VRS, par exemple, et puis ça peut être étendu. Bon, certains intégreront déjà bientôt le coronavirus pour ces tests antigéniques multiplex. Bon, c'était pour vous, voilà. Et puis, j'aime bien cette diapo parce que je pense que la pandémie de SARS-CoV et la vaccination de grippe, l'argument pour la vaccination, c'est que l'épidémie de grippe, même modeste, elle survient pendant un pic pandémique qui achèvera le système de soins, voilà, qui achèverait plutôt. Les signes cliniques donc, de la grippe sont indistinctables des signes de la COVID-19. Donc, on teste, on isole. Les co-infections sont possibles. C'est ce qu'on a vu avec la première patiente à la Martinique qui est décédée. Donc, notre premier cas autochtone, c'était une dame qui était hospitalisée pour une grippe et chez qui on a ensuite diagnostiqué la COVID-19. Donc, ça peut être probablement délétère pour les personnes âgées et alors que les enfants jouent un rôle modeste dans la dynamique de l'épidémie, jouent un rôle majeur dans la grippe. On le sait, les écoles doivent quand même rester ouvertes en hiver. Donc, voilà, il faut que ça se développe. Les mesures de distanciation, les masques, donc les arguments contre la vaccination. Les bons arguments, c'est les vaccins contre la grippe à une efficacité imprévisible, souvent modeste, mais bon, on est protégé. Il faut aussi que, je pense qu'on va avoir une tension sur les doses qui sont disponibles pour le vaccin. Après, les mauvais arguments, c'est dire que je tolère mal le virus, que
ça augmente le risque d'infection. Oubliez ça, c'est quand même beaucoup de fake news qui ne servent à rien. Et puis, ce n'est pas l'homéopathie qui va vous soigner de la grippe, d'autant plus avec une co-circulation avec la Covid-19. On pense que ce qu'on a vu un petit peu en Australie et même à la Réunion, donc qui sont sortis de la saison hivernale, que vraiment je n'ai pas mis la diapo, mais il y a une diapo où on a vraiment vu que les gens le fait d'avoir vacciné beaucoup de personnes pour la grippe, ça a diminué la circulation du virus et ça a protégé contre la Covid-19 aussi. Voilà, les gastroentérites, je vais très vite vous dire que la transmission, elle se fait par contact direct avec un patient infecté. Donc, c'est souvent des épidémies dans les collectivités de personnes âgées ou alors un contact direct avec l'environnement contaminé, les surfaces huilées, la consommation d'aliments ou liquides contaminés ou par des gouttelettes. Donc, ça peut être, c'est vrai que dans notre système sanitaire développé, on ne voit plus l'hépatite A, mais ce qu'on voit souvent en Afrique ou dans les pays où les conditions sanitaires ne sont pas. Donc, voilà. Elles sont principalement d'origine virale, hein, ces gastroentérites, qu'elles soient hivernales ou celles de l'été. Le rotavirus, notamment pour les jeunes enfants, les norovirus pour les personnes âgées, le sacorovirus, l'adénovirus, le type 40-41 qui donne des épidémies des fois assez délétères pour les personnes âgées. Donc, bien que la septomalacie a un authentique toxi-infection alimentaire, mais bon, ça c'est le domaine de l'épidémiologie et de l'investigation. Prévention des gastro-entérites, c'est l'hygiène des mains, le nettoyage de l'environnement, l'hygiène des mains, je dirais tout le temps l'hygiène des mains. Et voilà, donc vous avez un site qu'on appelle le REPIAS dans lequel vous pouvez trouver beaucoup donc le site il s'appelle préventioninfection.fr. Donc, c'est le site des CEPIAS et de tous les hygiénistes. Et voilà, merci. Merci beaucoup, Karima. Il y avait justement un vocabulaire la dernière thématique sur la gastroentérite. Il y avait une question par rapport à la vaccination. Doit-on prendre le vaccin contre la grippe? Par rapport à la grippe, oui, il faut absolument se vacciner. Si j'ai un conseil à donner, il faut vraiment que la campagne de la vaccination marche pour protéger le système sanitaire, protéger les personnes entre elles, parce que déjà, on n'a pas de traitement antiviral pour le coronavirus, même si on a un traitement du Tamiflu, on n'est pas à l'abri de développer une grippe et une Covid et une grippe. Et puis, vous avez vu que maintenant, il y a un deuxième virus qui circule. Il y a déjà 37 cas en Guyane, comment il s'appelle? La parouche, le parouche. Voilà, donc, il est transmis aussi par les moustiques. Si on rajoute avec la dengue, donc on a quand même une co-circulation très importante des virus. Et je pense que les publications sur la protection avec le vaccin du BCG ou avec le vaccin de la grippe peut être efficace et peut nous protéger. Et puis, je voudrais simplement rajouter qu'il faut absolument, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a une maladie qu'il faut oublier les autres. Et je crois que se protéger de la grippe est vraiment important. La campagne a commencé le 13 octobre. Vous avez reçu probablement pour certaines personnes déjà dans vos boîtes aux lettres de la sécurité sociale pour aller se faire vacciner. Il faut le faire parce que avoir une grippe et avoir la Covid, c'est grave et avec un risque de décès accentué. Voilà. Donc, je crois qu'il est important de se faire vacciner. Est-ce que vous le suggérez pour tout le monde ou plus pour les publics pour tout le monde. Si, pour tout le monde. Cette année, le vaccin de la grippe, actuellement, la campagne a démarré pour les professionnels de santé, pour les professionnels, pour les EHPAD, enfin tout ce qui est personnel. La sécurité sociale a envoyé à toutes les personnes qui doivent se faire vacciner, avec des conditions de vulnérabilité de l'âge aussi. Et après cette période-là, je pense que
Je pense que dans 15 jours, ce sera toutes les personnes qui peuvent aller se faire vacciner. Il faut vraiment Je pense que ça a commencé. Je pense que ça a commencé. Ils peuvent aller, les pharmacies ont reçu. Voilà. J'étais au comité vaccination. Ouais. Et donc, les pharmacies, ça a commencé la campagne contre le 13. Donc, les pharmaciens ont reçu. Donc, il suffit d'aller à la pharmacie et même le pharmacien. Il y a beaucoup plus de pharmaciens cette année que l'année dernière qui sont habilités à faire à vous vacciner contre la grippe. Voilà. Donc, c'est vrai que l'année dernière, moi, je l'ai fait chez le pharmacien. Comme j'avais quitté l'hôpital avant, je le faisais systématiquement à l'hôpital. Donc là, voilà, les pharmaciens ont reçu. C'est intéressant que tu dis ça, Marlène, parce qu'il y a Monique, justement, qui mentionne on peut se faire vacciner dans sa pharmacie. Elle venait justement de mettre le commentaire. Ah ben, voilà. Et il y a Morissette qui demande est-il possible de reprendre la diapo en couleur, grippe et COVID-19 avec l'argumentation pour la vaccination? Je pense que ça intéresse. Je pense que c'est la diapo, là, où il y avait ton argument, où il y avait l'argumentation par rapport à la vaccination, les bons arguments. C'est bien ça, Morissette, on dit oui. Elle veut que je la remette? Oui, reprendre la diapo en couleur. Si je peux. Hein. C'est là? Voilà, c'est là. Ouais, c'est bien ça, Morissette. Donc, pour les arguments pour la vaccination et contre la vaccination. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on est acteur de sa santé. Je crois qu'il faut discuter parfois avec son médecin traitant et vraiment avoir ne pas écouter tout ce qui est dit, tout ce qui est sur le net. Beaucoup de personnes te disent qu'ils ne font pas la vaccination parce que c'est pas efficace, parce qu'ils sont plus malades mais beaucoup de personnes confondent rhume et grippe. Le rhume, c'est pas pareil que la grippe. La grippe, c'est vraiment un virus. Et contre les virus, il faut se faire vacciner. La grippe tue. La grippe tue, ça fait des années que la grippe tue. Là, on s'aperçoit que même Karima a parlé des gastro-entérites, on s'aperçoit qu'on a moins de gastro-entérites, qu'on a moins de bronchiolites, de VRS, de contamination par VRS pour les enfants, donc de bronchiolites. Simplement parce que depuis des années, on disait il faut porter le masque lorsqu'on est, porteur de grippe ou de rhume. Donc là, on a beaucoup moins chez les enfants, et donc c'est bénéfique parce qu'on a la COVID-19 qui est là et qui vous oblige à porter le masque. Donc, ça veut dire qu'on a des barrières, des méthodes de prévention qui sont importantes et qu'il faut respecter. C'est votre santé, c'est la santé de chacun qui est en jeu. Et il faut aussi se laver les mains. C'est des mesures d'hygiène. Je ne sais pas, lorsque vous allez à table, vous vous lavez les mains. Lorsque vous sortez de dehors, vous vous lavez les mains. Voilà. Alors, il y a Morissette qui précise qu'il y avait cette diapo-là, mais qu'on revienne sur différence grippe et Covid. Les différences avec grippe et Covid. Voilà, je précise argument pour... Attends. Différence en grippe et Covid. Partie pour la vaccination, partie verte. Est-ce que tu en avais une avec la partie verte? Est-ce que les documents, tu les envoies? Tu pourrais les envoyer? D'accord. Ah, ok. Donc, ça, c'est je ne sais pas si c'est celle-là, Morissette. Mais en attendant, il y a Monique, justement, un commentaire qui nous a fait rire. C'est chez nous, c'est un problème de vocabulaire. Tout est rhume pour nous. Alors, avant ça, il y avait par rapport à on peut se faire vacciner. Est-ce qu'on a besoin d'une ordonnance pour se faire vacciner? Non, on n'a pas besoin d'ordonnance pour se faire vacciner. Vous allez chez votre pharmacien, vous dites que vous voulez avoir vous payez le vaccin, il faut le payer. Si vous recevez ceux qui doivent obligatoirement se faire vacciner, comme les personnes de plus de 65 ans, vont le recevoir directement de la sécurité sociale
Et donc là, c'est pris en charge. Mais sans quoi, toutes les autres personnes peuvent aller à la pharmacie et se faire vacciner. Voilà. Alors, il y a un commentaire. J'ai été prendre le vaccin antigrippal cette année. On m'a demandé de m'asseoir 15 à 20 minutes avant de partir de la pharmacie. Pourquoi? Qu'y a-t-il dans ce fameux vaccin pour qu'on prenne tant de précautions? Elle a quel âge? Je ne sais pas. Alors, ça veut dire que tu poses la question parce que ça dépend de l'âge, en fait? Peut-être qu'elle a des pathologies. Le pharmacien sait qu'elle a des pathologies, je ne sais pas, qu'elle est sujette, peut-être qu'elle avait peur, je ne sais pas. Et moi, je suis allée prendre l'année dernière, je ne suis pas pris cette année encore. Là, j'ai pris et je suis partie à la pharmacie. Donc, bon, je ne sais pas. Donc, peut-être ça dépend du. Non, mais à l'hôpital, lorsque je le prenais à l'hôpital, si tu as une pathologie, ça ne dépend pas du vaccin en tant que tel. Ça dépend peut-être si c'est toi qui as une pathologie, on te demande de. Ou bien ça peut venir du pharmacien lui-même qui a mis en place une. Non, mais procédure. Voilà, je ne sais pas. Moi, je veux faire une précision, c'est-à-dire que cette année, on nous a prévenu depuis le mois de septembre qu'il allait y avoir une tension sur les vaccins. Dans le monde entier, on veut vacciner tout le monde. Donc, ce qui se passe en général, on démarre la campagne de la vaccination début octobre. On fait une réunion avec l'ARS, les tutelles. Et à partir du 13 octobre, déjà, beaucoup de personnes ont déjà reçu leur courrier de la sécurité sociale. Les personnes vulnérables et les professionnels de santé qu'on privilégie. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est toutes les personnes jeunes qui peuvent aller voir leur médecin, qui peuvent aller voir leur pharmacien, tout le monde vacciné. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de population à vacciner. Il ne faut pas se vacciner trop tôt non plus, parce que c'est jusqu'au mois de, chez nous, il y a un petit retard au mois de mars-avril, on a encore la grippe. Donc voilà, on peut se vacciner il y a tout le mois de novembre, on a tout le privilège, je crois que c'est à partir du 15 novembre que tout le monde, on va faire des campagnes de vaccination. Et ces vaccinations, il faut aller voir, je crois, il y a l'ARS, elle a ce qu'ils appellent le camion mobile de la vaccination qui vont dans des structures. Donc voilà, ça dépend. Après, quand vous allez voir votre pharmacien qui a envie de savoir, ou c'est peut-être un pharmacien qui aime beaucoup l'homéopathie, qui va vous faire ce soir, c'est peut-être une mesure de sécurité de surveillance d'un petit quart d'heure. Voilà, de se relever, de s'asseoir. On vous dit toujours quand vous êtes allongé, vous relevez, vous essayez un petit peu, vous allez voir, vous n'allez pas repartir. C'était une précaution du pharmacien, mais après, tout dépend de la. Mais justement, il y a des commentaires qui disent justement, est-ce que peut être un pharmacien qui peut être pharmacienne, consciencieux, ou que ça dépend de la pharmacie. Il y a Monique qui dit, moi, je suis partie tout de suite, juste après une petite causette avec le pharmacien. Ou sinon, on ne peut pas reprocher à un professionnel de santé de prendre trop de précautions aussi. Et puis, c'est vrai qu'on leur a rajouté, aux pharmaciens cette fonction, donc, où ils peuvent. Bon, certains sont moins à l'aise que d'autres. Bon, ils ont accepté, mais ils sont moins à l'aise que d'autres. Je pense que bon, c'est des précautions qu'ils prennent eux-mêmes. Il y avait une question, il me semblait, pourquoi au niveau du froid, pourquoi les virus. Justement, j'allais la poser. Voilà. Oui, j'allais la poser. Tu me laisses animer, Marlène. Non, mais j'allais dire. Alors, on entend justement dans les infos de l'Hexagone que le virus de la Covid est accentué par le froid. Pourquoi la Martinique vit-elle une progression alors? Le virus est accentué comme le virus de la grippe, comme les virus respiratoires. Ils aiment bien le froid, ils aiment bien se développer. Mais de toutes les manières, même en Martinique, cette période, il y a un changement, il y a déjà un changement de température d'une part. Et puis, ça, c'est pas parce qu'il ne fait pas froid comme en France. Et puis, il faut savoir que les avions, étant donné que les avions arrivent avec aussi des personnes qui sont porteuses de virus, de la grippe. Donc, il y a tout un. Ce sont les mêmes disons les mêmes phénomènes qui sont. On n'est pas
c'est pas parce qu'il fait chaud et puis en Martinique, mais la différence de température entre la journée et le soir, regardez en ce moment comment vous avez froid. Alors les gens rigolent parce qu'on se dit, mais la température est de 26 ou 27. Mais étant donné qu'on a eu 32 ou 30, eh bien, cette différence de température fait que le virus, il va aimer aussi, il va aimer cette différence de température. Donc, voilà. Alors, il y avait une question, bon, ça revient plus tôt, qu'on n'avait pas traité, c'est est-ce qu'il faut nettoyer faut-il nettoyer le matériel que je touche souvent? Téléphone portable, clé de voiture, ordinateur, est-ce que faut-il le nettoyer Ça dépend. Hein. Est-ce que votre ordinateur va aimer tous les produits que vous allez lui mettre dessus? Après, si c'est des choses que vous touchez vous-même et que vous faites une hygiène des mains assez souvent, ça sert à rien de nettoyer à chaque fois que vous avez touché. Plutôt, si vous avez passé votre téléphone, c'est vrai qu'au début, nous, on l'a fait beaucoup. Tiens, le coup de fil il est pour toi, au travail et tout ça. On n'a pas vraiment fait attention, mais après, on était resté très vigilant à dire on garde ses affaires, on nettoie. Mais moi, je dirais qu'il faut nettoyer régulièrement. C'est-à-dire, voilà, je travaille toute la matinée avec mon téléphone. Je donne un petit coup de lingette ou je ne sais pas quoi, mais moi, je ne mettrai pas trop de produits sur mon téléphone ni mon ordinateur. Mais c'est vrai qu'avoir des lingettes pré-imprégnées de détergent, d'avoir un petit flacon de détergent, nettoyer un peu ses surfaces. Ce qu'on préconise, nous, c'est que quand on est dans un travail, que vous voyez quelqu'un, il s'est posé à votre bureau, il a posé quelque chose, entre chaque personne, pour ceux qui reçoivent les professionnels qui reçoivent, ben voilà. Après, bon, par exemple, moi, quand je donne du conseil à mes collègues en ville, je leur dis, ben voilà, vous allez ouvrir la porte vous-même. Et quand vous raccompagnez la personne, c'est toujours vous qui ouvrez la porte. Vous allez même dire à la personne, je vous ouvre. Et c'est une façon de dire, ce sera toujours que vous qui toucherez cette surface ou cet objet, plutôt que de partager les objets. Donc voilà, si moi je touche les poignées de porte, vous repassez, vous touchez les poignées de porte, on n'a pas fait d'hygiène des mains, c'est ça qui contamine, mais pas que si vous êtes tout seul dans votre bureau, à vous dire c'est mes objets, je les garde et tout ça. Mais si c'est des locaux partagés, eh ben, ce serait bien quand même les poignées de porte, les choses qu'on touche. Et après, bon, il y a souvent ce qu'on me dit, c'est que qu'est-ce que je fais des documents? Je travaille dans une administration. Ben voilà, vous les laissez tranquilles 24 heures dans un tiroir ou vous touchez. C'est ce que nous disent souvent les secrétaires qui disent ben voilà, je touche les documents que je prends et tout ça. Donc après, toucher les documents, on n'a jamais vu de virus se cultiver sur un document. Marlène vous l'a bien dit qu'il a besoin des cellules humaines ou animales pour se multiplier. Il dépend d'une cellule humaine ou animale pour se développer, pour se multiplier et pour détruire ces cellules-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est sur un document, il ne va jamais survivre. Vous posez vos documents et vous faites une bonne hygiène des mains. Voilà, sur ces beaux mots, il reste on arrive vers la fin de ce webinaire, de mon quotidien sur les virus. J'espère que vous avez tous et toutes apprécié ces informations assez riches. Hein. Marlène, as-tu un mot de la fin? Un mot de la fin. Oui, c'est-à-dire que je voudrais simplement dire, je l'ai répété souvent, c'est vrai que les virus nous entourent. Nous sommes entourés quotidiennement par tous les jours. Nous respirons des germes, des substances. Je crois qu'il est important que l'on se maintienne en bonne santé. Je crois qu'il est important qu'on n'écoute pas n'importe quoi, mais qu'on ait des actions efficaces envers notre santé, c'est-à-dire que par exemple pour la santé sexuelle qu'on porte le préservatif,
les virus qui circulent, qu'on se lave les mains et qu'on soit vraiment acteur de sa santé et qu'on réfléchisse non dans la peur, mais qu'on raisonne correctement parce que et qu'on ait dans la tête que les virus, ils sont pas autonomes, ils ne peuvent pas sauter sur vous comme ça, ils ont besoin de cellules, donc ils ont besoin de rentrer par le nez, par le sperme, les sécrétions vaginales, ils ont besoin de rentrer par quelque chose qui les véhicule. Donc en ayant ça, il faut prendre des précautions et de faire la prévention qui est liée à l'acte que nous faisons. Voilà. Merci beaucoup, Marlène. Il faut, comme tu as dit, raisonner correctement, appliquer justement la prévention adaptée par rapport à ces différents virus qui nous entourent. Les participants vous remercient, franchement, ils vous remercient pour la richesse des informations. Grand merci pour avoir donné des réponses sûres, pour avoir répondu à nos acquis. Échange très intéressant. Il faut continuer à appliquer les gestes barrières. Restons acteurs, actrices de notre santé, enrichissants et techniques. Merci aux intervenantes. Karima, tu as un petit mot à parler? Je ne sais pas si tu avais un petit mot à rajouter, un petit mot de la fin ou un smiley. Si tu avais un mot de la fin avant qu'on se quitte. Alors, avant que tu nous donnes le mot de la fin, Karima, n'oubliez pas, demain, on vous donne rendez-vous pour le dernier, c'est la dernière fois, pour le rendez-vous virtuel sur les relations amoureuses et sexuelles. Alors, je serai là en tant qu'intervenante, je vais changer de place et je serai accompagnée notamment d'un maïeuticien, un sage-femme, qui s'appelle Alain Honoré. Donc, on va co-animer ensemble sur la thématique des relations amoureuses et sexuelles en lien avec les virus. Le rendez-vous demain est donné à 14h30. Donc, c'est un après-midi, comme ça, en soirée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. On est confinés. Voilà. Confiné, mais voilà, confiné, même si vous faites ce que vous voulez dans votre domicile. Ça laisse la porte ouverte à l'imagination. Donc, je me mets déjà dans la thématique de demain. Donc, on va échanger ensemble. Karima, tu as un petit mot de la fin pour qu'on se quitte. Oui, moi, je voulais vous remercier d'être tous avec nous. Et je voulais un petit peu juste vous dire que pour nous, les hygiénistes, on est très contents parce que l'hygiène a repris sa place. Et comme vous le disiez bien, Marlène, c'est que nous, on a toujours pensé à l'hygiène respiratoire, c'est-à-dire que quand on est enrhumé, quand on a envie de tousser, on porte un masque pour protéger les patients. Et on essaie aussi de dire quand on est enrhumé. Donc, le port de masque, c'est quelque chose qui est très important. Et le port de masque est toujours encadré de l'hygiène des mains avant et après. Et surtout, ne pas surinterpréter et puis abandonner tout ce qui est commentaires avec des fake news, des choses qui n'ont pas d'origine, de sources scientifiques. Et écoutez bien vos médecins, vos cliniciens, vos soignants, ou alors les personnes qui sont... C'est vrai qu'il n'y a pas de cohérence avec tout ce qu'on entend, avec tous ces médecins. On a, comme dit un collègue, on a 66 millions de spécialistes en épidémiologie, en prévention et du contrôle des infections. Donc, attention à toutes ces informations qui sont... pas cohérentes ou qui peuvent être pas intéressantes. Donc, écoutez bien les spécialistes. Surtout, faites confiance à vos médecins et voilà, restez unis aussi, responsables et protégeons-nous avec les gestes barrières, le masque, la distanciation physique et le nettoyage et l'aération des locaux. Et
le préservatif. Alors, Pour moi. Et le préservatif n'est pas tout seul dans un lit, quoi. ouais, voilà, c'est une belle analogie, en fait. Hein, c'est comme le masque, on ne le porte pas tout seul dans sa voiture. Hein. Le préservatif, on ne le porte pas tout seul. D'accord? Voilà. On parle préservatif féminin qu'on peut le mettre à l'avance. Bon, ça, c'est d'autres choses. Alors, mais justement, Monique qui dit attention aux médias, attention aux fake news. Je pense que vous n'avez pas cessé de le répéter. Et c'est les gestes de base, hein, les gestes barrières qu'on continue à appliquer. Voilà, c'est bizarre. Pouvons-nous avoir les documents de ce soir? Oui. Alors, oui, on va vous transmettre les documents de ce soir et d'hier soir aussi. C'est ça la question. Alors, mais on vous laisse. Merci beaucoup à tous d'avoir été nombreux à participer avec toutes vos questions. Ça enrichit le débat. Et puis, on se donne rendez-vous demain. Au revoir. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.